Aujourd'hui, nous plongeons dans 3 affaires mystérieuses qui intriguent les enquêteurs et fascinent les gens du monde entier. Nous explorerons la disparition de Rui Pedro, un garçon portugais dont l'affaire a gagné en notoriété après que des images présumées de lui ont été trouvées sur le dark web. L'étrange cas de Juan Pedro Martinez, impliquant un accident inexplicable et des circonstances qui défient la logique. Et enfin, l'histoire tragique de Joan D'Alessandro, une jeune vendeuse de biscuits Girl Scout dont le destin a choqué toute une communauté. Préparez-vous à découvrir des détails troublants, des théories controversées et des énigmes qui restent sans réponse dans ces 3 cas qui défient notre compréhension. Si vous aimez les mystères réels et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des cas mystérieux comme ceux-ci. Rui Pedro. Vers 14 h d'un après-midi apparemment ordinaire, Rui Pedro Teixeira Mendonça, un garçon d'accent grave peine 11 ans, s'est approché de sa mère avec une demande simple, l'autorisation de faire un tour en voiture avec son ami Afonso Dia. Filomena, avec son instinct maternel en alerte, a refusé la demande et a suggéré à son fils de jouer dans le champ derrière le bureau où elle travaillait. À 18 h ce même jour, le téléphone a sonné. C'était le professeur particulier de Rui qui l'informait que le garçon ne s'était pas présenté à son cours. La bicyclette du garçon a été retrouvée cachée parmi les buissons dans le champ où il aurait dû être en train de jouer. À partir de ce moment, une recherche désespérée a commencé, qui s'étendrait sur des décennies, le garçon n'étant revu que des années plus tard sur des forums obscurs du web profond. Suivez ce récit pour comprendre comment une simple demande d'un enfant pour se promener en voiture avec un ami s'est transformée en l'une des affaires les plus troublantes du Portugal, impliquant un réseau international de pédophilie, des défaillances alarmantes de la police et une mère qui, même 24 ans plus tard, maintient toujours la chambre de son fils exactement comme il l'a laissé ce jour fatidique de mars 1998. Rui Pedro Teixeira Mendonça est né le 28 janvier 1987, apportant du bonheur à ses parents, Manuel et Filomena Teixeira. Avec sa sœur Karina, de 3 ans sa cadette, il vivait ce qui semblait être une vie idyllique dans la petite localité de Lousada, dans le district de Porto, au Portugal. C'était un enfant extraordinairement affectueux et joyeux. Sa passion pour les animaux était si intense qu'il a monté une véritable collection d'oiseaux chez lui, devant en distribuer certains à ses grands-parents en raison du manque d'espace. Une fois, sa sensibilité est devenue évidente lorsqu'il a construit une cabane dans un arbre pour un écureuil qu'il avait sauvé, se retrouvant complètement dévasté lorsque l'animal est retourné à la nature le lendemain. Outre son amour pour les animaux, le garçon possédait une créativité qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Filomena adorait raconter fièrement comment il avait improvisé une antenne de télévision en utilisant seulement une fourchette. Et comme beaucoup d'autres enfants de son âge, Rui Pedro nourrissait de grands rêves, il aspirait à devenir footballeur professionnel en grandissant. En 1995, un homme de 21 ans nommé Afonso Dia a commencé à fréquenter l'auto-école où Filomena travaillait. Issu d'un milieu modeste, Afonso était là pour obtenir son permis de conduire. Personne n'aurait pu prévoir que cette simple présence deviendrait l'élément central de l'une des plus grandes tragédies familiales du Portugal. Initialement, la connexion semblait naturelle. Filomena, émue par la situation financière difficile du jeune homme, a commencé à l'aider avec des vêtements et des articles essentiels. Pour montrer sa gratitude, Afonso a commencé à effectuer de petites tâches à l'auto-école pour gagner de l'argent supplémentaire. Progressivement, il est devenu une présence régulière non seulement dans l'établissement, mais aussi dans la vie de la famille Teixeira Mendonça. La différence d'âge entre Afonso et Rui, 10 ans, était justifiée par beaucoup en raison du comportement du plus âgé, considéré comme immature. Il a le même âge mental que les enfants, disaient les gens. Cet argument, combiné à l'apparente gentillesse d'Afonso, lui a permis de gagner constamment la confiance de la famille, en particulier de Filomena. Le niveau de confiance est arrivé à un tel point qu'Afonso a reçu la permission d'être seul avec les enfants fréquemment. C'était lui qui emmenait Rui Pedro et Karina à l'école. L'amitié entre lui et Rui Pedro semblait spéciale aux yeux de nombreuses personnes. Ils étaient comme des frères, selon Afonso lui-même, qui affirmait maintenir une relation fraternelle. Cependant, tous ne voyaient pas cette proximité favorablement. Manuel, le père de Rui, et José, le grand-père maternel, exprimaient fréquemment leur malaise face à la situation. Pour eux, il n'était pas naturel qu'un homme adulte passe autant de temps avec un enfant. Le fait qu'Afonso fume en présence du garçon ne faisait qu'augmenter leur inquiétude. Les avertissements du père et du grand-père n'ont pas été ignorés. Filomena, respectant les préoccupations de son mari,
a commencé à imposer des limites autant qu'Afonso passait avec les enfants. Cette décision, apparemment prudente, pourrait avoir été le déclencheur d'événements encore plus troublants. Dans les semaines qui ont précédé la disparition, des témoins ont rapporté des changements subtils dans le comportement d'Afonso. Il a commencé à montrer une obsession croissante pour Rui Pedro, demandant fréquemment de ses nouvelles et de ses activités. Karina elle-même, la sœur de Rui, a révélé plus tard qu'Afonso avait commencé à prendre des photos d'elle et de son frère, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Ce qui semblait initialement être une amitié improbable mais innocente a commencé à montrer des signes inquiétants. Des rencontres secrètes entre Afonso et Rui, même après les restrictions imposées par la famille, ont été rapportées par des voisins. L'obsession d'Afonso pour le garçon devenait de plus en plus évidente, bien qu'à l'époque ces signes n'aient pas été interprétés comme le prélude de la tragédie qui allait se dérouler. Plus tard, au cours des enquêtes, on a découvert qu'Afonso avait invité à la fois Rui et son cousin Joël André à une rencontre troublante, connaître des travailleuses du sexe. Cette invitation, faite à des enfants d'Axan Graf Pen 11 ans, ne serait que la pointe de l'iceberg d'une histoire beaucoup plus sombre. La proximité entre Afonso et la famille Teixeira Mendonça, construite au cours de 3 années, a créé un faux sentiment de sécurité qui, en fin de compte, s'avérerait fatal. L'amitié controversée entre un homme de 21 ans et un garçon de 11 ans atteindrait son apogée tragique le 4 mars 1998. Ce qui a commencé comme un mercredi ordinaire à Lousada, au Portugal, se transformerait en jour zéro de l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle portugaise. Vers 14 h, après le déjeuner, Rui Pedro a fait sa dernière visite documentée au bureau de sa mère à l'auto-école. L'objectif était simple, demander la permission de faire un tour en voiture avec Afonso Dia, le même ami qui, dans les semaines précédentes, avait montré une obsession croissante pour le garçon. Filomena, suivant à la fois son intuition maternelle et les préoccupations précédemment exprimées par son mari et son père, a refusé la demande. Comme alternative, elle a suggéré que son fils joue dans le champ derrière le bureau, une zone qui, bien qu'entourée de routes principales, était considérée comme sûre et communément utilisée par les enfants locaux. La séquence d'événements qui a suivi reste soumise à un examen judiciaire intense. 3 garçons qui jouaient au football dans le champ ont fourni un témoignage crucial. Vers 15 h, une Fiat Uno noire est entrée sur le chemin de terre. Le conducteur était sans équivoque Afonso Dia. Rui Pedro, après une brève conversation, est monté dans le véhicule, laissant sa bicyclette derrière lui. Ce témoignage a été ultérieurement corroboré par un pompier local, qui a également identifié positivement Afonso comme le conducteur. La Fiat Uno en question appartenait au frère d'Afonso. Selon des registres ultérieurs, Afonso avait demandé à emprunter le véhicule sous prétexte de l'emmener à une inspection annuelle gouvernementale, un engagement qui ne s'est jamais matérialisé. Ce détail deviendrait un élément suspect de plus dans une trame de plus en plus complexe. À 18 h, le téléphone a sonné dans le bureau de Filomena. Le professeur particulier de Rui appelait pour l'informer que le garçon ne s'était pas présenté à son cours de 17 h, une absence sans précédent, surtout considérant que ces cours étaient essentiels pour l'aider avec sa condition d'épilepsie. Cet appel a déclenché le début d'une recherche qui s'étendrait sur des décennies. La mobilisation a été immédiate, voisins, membres de la famille et amis se sont répandus dans tout le village à la recherche de n'importe quel signe du garçon. C'est pendant ces recherches initiales qu'une découverte troublante a émergé. La bicyclette de Rui était stratégiquement positionnée parmi des buissons hauts, dans un arrangement qui suggérait une tentative délibérée de dissimulation. Un voisin a rapporté avoir remarqué la bicyclette à cet endroit vers 15 h, un horaire qui coïncide parfaitement avec les récits de Rui vu entrant dans la voiture d'Afonso. Lorsqu'il a été interrogé par la police, Afonso a présenté une version qui contredisait directement de multiples témoignages. Selon lui, il avait vu Rui pendant seulement 5 minutes, entre 13 h 50 et 13 h 55, avant de conduire seul jusqu'à la ville voisine de Passo de Ferreira. Il a prétendu avoir garé devant une pharmacie, être resté dans le véhicule pendant une période indéterminée, puis avoir marché dans la ville en regardant les vitrines des magasins. Plus tard, il se serait prétendument dirigé vers Freemad, où sa petite amie vivait, arrivant à 18 h 45. Ce n'est qu'à ce moment, selon son récit, que sa sœur l'a informé de la disparition de Rui. Un détail particulièrement troublant est apparu lors de l'interrogatoire initial. Lorsqu'il a été confronté par le grand-père de Rui, José, qui a offert une somme considérable d'argent pour des informations sur le sort de son petit-fils, Afonso a commencé à pleurer et a fait une déclaration énigmatique. Il a dit que, s'il voulait trouver Rui, il devrait fermer les frontières.
Cette suggestion que le garçon pourrait être transporté hors du pays acquérait une signification encore plus sinistre dans les années suivantes. Le comportement d'Afonso pendant les premières heures de l'enquête a attiré l'attention des enquêteurs. Il a fait preuve d'un calme inhabituel en niant son implication, mais est devenu visiblement perturbé lorsqu'il a été confronté à des témoignages spécifiques. Particulièrement révélatrice a été sa réaction au témoignage du cousin de Rui, Joël André, qui a révélé que la veille de la disparition, Afonso les avait invités, lui et Rui, à rencontrer des prostituées, une révélation qui a provoqué une réaction agressive d'Afonso, qui a tenté d'intimider Joël André pour qu'il reste silencieux. Le 4 mars 1998 s'est terminé sans réponse, seulement avec l'écho terrifiant d'une mère qui avait perdu son fils. La nuit est tombée sur Lousada, mais pour la famille Teixeira Mendonça, une obscurité commençait qui durerait des décennies. Le prochain aperçu confirmé de Rui Pedro n'aurait lieu que des années plus tard, dans des circonstances terribles, sur des forums obscurs du web profond, révélant un destin encore plus sombre que quiconque aurait pu imaginer ce mercredi fatidique. La négligence avec laquelle les autorités portugaises ont mené l'affaire Rui Pedro deviendrait l'un des aspects les plus révoltants de cette tragédie. Même avec de multiples témoignages pointant vers un enlèvement, la police a insisté pour traiter l'affaire comme une simple disparition, comme si le garçon s'était simplement perdu et reviendrait bientôt. La Garde nationale républicaine, GNR, en recevant la plainte, a démontré un manque d'urgence préoccupant. Ils n'ont pas isolé la zone où la bicyclette a été trouvée, n'ont pas recueilli d'empreintes digitales du véhicule suspect et n'ont même pas tracé l'appel mystérieux reçu par Philomena, où un enfant avec une voix identique à celle de Rui criait désespérément pour sa mère. L'un des épisodes les plus choquants de l'enquête s'est produit lorsque Philomena a été harcelée par l'un des inspecteurs de la police judiciaire lors des enquêtes initiales. La famille ne découvrirait que des années plus tard que le Portugal possédait des unités médico-légales spécialisées, des ressources qui n'ont jamais été mobilisées pour l'affaire. Même lorsque des preuves ont émergé que Rui pourrait être emmené hors du pays, les autorités n'ont pas activé le contrôle des frontières. La police a également refusé de réaliser une progression d'âge sur les photos de Rui jusqu'en 2007, ne maintenant en circulation que des images de lui à 11 ans, une décision qui a rendu très difficile d'éventuelles identifications. Lorsqu'une source a signalé un garçon dans un restaurant qui aurait dit « J'ai aussi été enlevé, je suis de Faf et personne ne me cherche », les autorités n'ont même pas enquêté sur cet indice. À un autre moment crucial, un appel anonyme a mentionné avoir vu Rui dans un hôtel en Espagne, un autre indice ignoré sans aucune vérification. Un rapport interne découvert seulement des années plus tard a révélé que plusieurs officiers avaient refusé d'enregistrer des plaintes qui arrivaient après les heures de bureau, priorisant des questions administratives sur la vie d'un enfant disparu. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux témoignages cruciaux ont commencé à émerger, peignant un tableau encore plus troublant de l'affaire. Le témoignage le plus impactant est venu d'Alcina Dia, une travailleuse du sexe qui travaillait sur la route nationale 106, près de Lousada. Alcina a révélé que cet après-midi fatidique, un homme dans une voiture noire s'est arrêté à côté d'elle, offrant 1000 escudos pour qu'elle ait des relations avec un garçon. L'enfant, qu'elle a plus tard identifié comme étant Rui Pedro à travers des photos de journal, était visiblement perturbé et pleurait. Montrant de la compassion, Alcina a emmené le garçon dans un endroit plus privé, où ils ont discuté pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, elle ne l'a pas touché de manière inappropriée, essayant seulement de le calmer. Le garçon a révélé que l'homme était son oncle et qu'il était forcé à visiter des travailleuses du sexe contre sa volonté. À un point crucial pendant le procès en 2011, Alcina, qui n'avait jamais vu Afonso personnellement auparavant, l'a immédiatement identifié au tribunal comme étant l'homme qui était avec Rui ce jour-là. L'identification était encore plus frappante parce qu'elle n'avait fait aucun effort préalable pour voir Afonso, bien qu'elle ait parlé aux autorités à 3 occasions différentes. L'enquête a également révélé que, dans les semaines précédant la disparition, il y avait eu plusieurs tentatives d'Afonso pour attirer d'autres enfants. Plusieurs mineurs de la région ont rapporté des invitations similaires, impliquant toujours des promenades en voiture et des promesses suspectes. En septembre 1998, 6 mois après la disparition de Rui Pedro, une opération internationale de lutte contre la cybercriminalité a découvert l'un des plus grands et des plus troublants réseaux d'exploitation infantile jamais enregistrés, le Wonderland Club. Cette découverte ajouterait une dimension encore plus sombre à l'affaire déjà tragique du garçon portugais. Le Wonderland Club opérait à une époque où Internet en était encore à ses débuts, bien avant l'émergence du dark web tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était une organisation méticuleusement structurée, avec un système d'accès extrêmement restreint. Pour devenir membre, le candidat devait être recommandé par quelqu'un qui appartenait déjà au groupe et contribuer avec un minimum de 10 000 fichiers au moment de son entrée,
une exigence qui mettait en évidence la nature systématique et organisée de ce réseau criminel. L'ampleur de l'opération a choqué même les enquêteurs expérimentés. Pendant les saisies, des centaines de milliers de médias contenant des images et des vidéos de plus de 1200 enfants exploités ont été confisqués. C'était, jusqu'alors, le plus grand schéma organisé de pédophilie jamais enregistré dans l'histoire humaine. Parmi le matériel confisqué, les enquêteurs ont trouvé des preuves qui reliaient directement l'affaire de Rui Pedro à ce réseau international. Non seulement des photographies ont été découvertes, mais aussi une vidéo explicite impliquant le garçon portugais. Pour confirmer son identité, un programme spécialisé de cartographie faciale a été utilisé, comparant les images avec des photographies de Rui avant sa disparition. L'un des aspects les plus dévastateurs de cette découverte a été le processus d'identification que la famille Teixeira Mendonça a dû subir. Ils ont dû se soumettre à la douloureuse procédure d'examiner le matériel pour confirmer si cet enfant était réellement Rui. Pour Philomena, ce fut un moment agonisant de confirmation, son fils était vivant lorsque ces images ont été prises, mais dans des circonstances terribles. Parmi les détenus de l'opération se trouvait João Sers, un homme de 29 ans. Dans son ordinateur, des images d'un garçon identifié comme Billy ont été trouvées, qui serait plus tard reconnu comme étant Rui Pedro. En 2001, après la compilation d'une base de données avec des visages de victimes, les autorités internationales ont définitivement établi la connexion entre Billy et Rui Pedro. La découverte du Wonderland Club a révélé l'existence d'un réseau criminel qui s'étendait sur plus de 12 pays. Les membres ne partageaient pas seulement du matériel illégal, mais s'organisaient également pour produire de nouveaux contenus, suggérant une opération internationale sophistiquée de trafic d'enfants. L'affaire a gagné encore plus de complexité lorsque Jan Baldock, complice de Sers, a été interrogé par Interpol. Les deux ont nié toute connaissance sur l'origine des images de Rui Pedro et, en raison de la qualité des photographies à l'époque, il a été impossible de déterminer précisément quand ou où elles ont été produites. La connexion avec le Wonderland Club a transformé la disparition de Rui Pedro d'une affaire locale au Portugal en un crime de dimension internationale. Cette découverte a également mis en lumière un aspect troublant de l'affaire. La déclaration initiale d'Afonso Dia sur la fermeture des frontières prenait maintenant une signification beaucoup plus sinistre. Aujourd'hui, Rui Pedro reste sur la liste des rares enfants positivement identifiés parmi les victimes du Wonderland Club. La découverte de cette connexion, bien que fournissant des preuves cruciales sur son destin après la disparition, a également mis en lumière la terrible réalité que le garçon avait été inséré dans un réseau international d'exploitation infantile, une révélation qui, bien que douloureuse, confirme que Rui était vivant des mois après sa disparition à Lousada. En 2011, 13 ans après la disparition de Rui Pedro, l'affaire arriverait finalement devant les tribunaux. Une nouvelle équipe d'enquête à Porto, en réexaminant les déclarations initiales, a trouvé suffisamment de preuves pour que le département central d'investigation et d'action pénale du Portugal inculpe Afonso Dia pour enlèvement aggravé, un crime caractérisé lorsque l'enlèvement dure plus de 24 heures, implique un mineur de 18 ans ou est commis par un groupe. Le procès, tenu au tribunal de district de Lousada, a inclus plus de 50 témoins. L'une des situations les plus marquantes a été la tentative d'Afonso d'éviter sa présence au tribunal. Il a présenté une justification inhabituelle, il a allégué qu'il ne pouvait pas manquer autant de temps à son travail de camionneur. Lorsque cette stratégie a échoué, il a demandé des tests psychologiques, alléguant avoir des difficultés cognitives qui l'empêchaient de se situer dans le temps et l'espace. Les deux demandes ont été refusées. Pendant le procès, la défense a présenté une nouvelle et surprenante ligne d'argumentation. Selon eux, Afonso était utilisé comme bouc émissaire en raison de tensions familiales préexistantes, spécifiquement une supposée jalousie que Manuel, le père de Rui, aurait eu de la relation d'Afonso avec sa femme et son fils. Cette théorie a été véhémentement réfutée par Manuel dans son témoignage. Un moment crucial du procès a été la reconstitution des événements. Juges, témoins et membres de la famille ont visité des lieux clés à Lousada. Philomena et Karina, cependant, ont choisi de rester dans la voiture pendant la reconstitution, incapables de revivre ce jour traumatisant une fois de plus. Le premier verdict, en février 2012, a choqué le Portugal. Afonso a été acquitté de toutes les accusations. Le jury a décidé de rejeter les témoignages des témoins à charge, y compris celui d'Alcina Dia, privilégiant l'argument de la défense selon lequel la dernière personne à voir Rui Pedro avait été sa propre mère. La décision a provoqué des protestations spontanées devant le tribunal. La famille a fait appel, arguant que le tribunal avait considéré des preuves qui auraient dû être exclues, comme les témoignages de 3 inspecteurs qui avaient peu contribué à l'enquête originale.
ces policiers n'ont témoigné que pour jeter des doutes sur la crédibilité d'Alcinadia, renforçant les préjugés contre les travailleuses du sexe. En 2014, après une bataille juridique intense, un nouveau procès a été tenu. La santé de Filomena, déjà fragile, s'est détériorée encore plus à mesure que le procès approchait. Elle a dû être hospitalisée et alimentée par une sonde pour rassembler des forces pour témoigner à nouveau. Le second procès a apporté un verdict différent, bien que pas entièrement satisfaisant. Afonso a été jugé coupable de tentative de corruption d'un mineur et d'être la dernière personne vue avec Rui Pedro. Cependant, il n'a pas été condamné pour enlèvement en raison du prétendu manque de preuves directes. La sentence, 3 ans et 6 mois de prison. En mars 2015, après avoir épuisé tous les recours possibles, Afonso a finalement commencé à purger sa peine à la prison de Paço de Ferreira. Cependant, en raison de son bon comportement, il a été libéré seulement 2 ans plus tard, en mars 2017. Avant son incarcération, Afonso a donné une interview télévisée qui a provoqué l'indignation publique. Avec une froideur troublante, il a déclaré ne regretter rien, sauf de s'être impliqué avec la famille Teixeira Mendonça. Il a même suggéré que le vrai coupable restait impuni. Lorsqu'il a été interrogé sur sa suggestion énigmatique de fermer les frontières le jour de la disparition, il a écarté le commentaire comme simple ironie. Après sa libération, Afonso est retourné à la vie normale, s'est marié et a eu un enfant. Dans des interviews ultérieures, il a continué à maintenir son innocence, alléguant avoir purgé une peine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lorsqu'il a été confronté à la sécurité de sa famille face à l'indignation publique, il a exprimé des préoccupations concernant d'éventuelles représailles, bien qu'il ait affirmé qu'il continuerait à croire que Rui Pedro était vivant jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Les questions les plus importantes restent sans réponse. Où est Rui Pedro et quel a été son véritable destin après cet après-midi de mars 1998? Pour Filomena, la mère qui n'a jamais cessé de chercher des réponses, la chambre de Rui reste intacte, une capsule temporelle préservant les derniers vestiges de son fils. Sa lutte inlassable pour la justice et pour la vérité sur le destin de Rui Pedro sert de témoignage de l'amour inconditionnel d'une mère, même face aux circonstances les plus dévastatrices. Merci d'avoir regardé ce récit détaillé sur l'affaire de Rui Pedro. Juan Pedro Martínez. C'était l'aube du 25 juin 1986, vers 6h40 du matin. Le camion-citerne conduit par Andrés Martínez avançait à travers le sinueux col de Somosierra, au nord de Madrid, en Espagne. Inexplicablement, le véhicule commença à accélérer jusqu'à atteindre 120 km/h, une vitesse absurdement dangereuse pour un camion transportant 25 000 litres d'acide sulfurique sur une route de montagne. Ce qui suivit fut une scène chaotique. Le camion tenta de dépasser 3 autres véhicules dans un virage sans visibilité, lorsqu'un 4e camion apparut en sens inverse. Dans la tentative désespérée d'éviter la collision frontale, Andrés perdit le contrôle. L'énorme camion-citerne dérapa, se renversa et s'écrasa contre les rochers de la montagne. L'impact violent ouvrit la citerne, déversant des milliers de litres d'acide sulfurique hautement concentré le long de la pente, créant une véritable catastrophe environnementale, tandis que les produits chimiques corrosifs s'écoulaient vers la rivière du Raton. Lorsque les services d'urgence purent enfin arriver sur les lieux, ils trouvèrent un scénario dévastateur. Andrés Martínez et son épouse Carmen étaient morts sur le coup. Leur corps, encore dans la cabine tordue du camion, était partiellement corrodé par l'acide mortel. Mais ce qui transforma ce terrible accident en l'un des mystères les plus troublants de l'histoire récente de l'Europe fut un détail effrayant. Juan Pedro Martínez, le fils de 10 ans du couple qui voyageait avec eux ce matin-là, avait tout simplement disparu. Il n'y avait aucune trace de l'enfant. Ni corps, ni sang, ni vêtements, rien. C'était comme si le garçon s'était évanoui dans l'air, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos de cas mystérieux. Juan Pedro Martínez est né dans la tranquille ville de Murcie, dans le sud de l'Espagne, le 1er octobre 1976. Il était fils unique d'André Martínez, un camionneur dévoué, et de Carmen López, son épouse. Bien qu'ils fussent une famille aux ressources modestes, les Martínez ne manquèrent pas du nécessaire, même s'ils n'étaient pas riches. Andrés travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, effectuant de longs voyages en camion à travers toute l'Espagne. À l'été 1986, Juan Pedro venait de terminer son année scolaire avec d'excellentes notes. En récompense pour les efforts de leur fils,
Andrés et Carmen planifièrent un petit voyage familial. Andrés devait livrer une cargaison à Bilbao, dans le nord de l'Espagne, et il vit dans cette obligation professionnelle une opportunité parfaite pour offrir à son fils une expérience nouvelle et excitante. Juan Pedro n'avait jamais voyagé vers le nord du pays et rêvait de connaître les verts pâturages et les montagnes du Pays basque, un paysage complètement différent des terres arides de Murcie. Le plan était simple, la famille voyagerait ensemble dans le camion-citerne d'Andrés. Il effectuerait la livraison prévue à Bilbao, puis ils passeraient quelques jours à découvrir la région et l'océan Atlantique avant de rentrer chez eux. Dans l'après-midi du 24 juin 1986, vers 19 h, Andrés chargea son camion avec environ 25 000 litres d'acide sulfurique à 98% de pureté, une substance extrêmement dangereuse, hautement corrosive et toxique. Malgré le danger de la cargaison, Andrés était un professionnel expérimenté et avait confiance en sa capacité à la transporter en toute sécurité. Juan Pedro était rayonnant de bonheur, vêtu presque entièrement de rouge, un choix inhabituel qui serait plus tard rappelé par plusieurs témoins. La grand-mère maternelle du garçon était présente pour dire au revoir, sans imaginer que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille et son petit-fils. Andrés, en tant que conducteur expérimenté, planifia soigneusement l'itinéraire. Il savait que le tronçon le plus difficile serait le col de Somosierra, un passage montagneux situé au nord de Madrid. Stratégiquement, il prévit de traverser ce tronçon aux premières heures du matin, quand le trafic serait plus léger, minimisant ainsi les risques. Pendant le voyage, la famille fit plusieurs arrêts réglementaires, comme l'exigeait la législation pour le repos des camionneurs. Vers 5 h du matin le 25 juin, après avoir traversé Madrid, la famille s'arrêta au restaurant El Mao pour prendre le petit déjeuner. Le propriétaire, Felipe, se souvint parfaitement de la famille, les parents prirent un café, tandis que Juan Pedro but un verre de lait et mangea un petit gâteau. Ce fut la dernière fois que la famille fut vue ensemble par un témoin indépendant. Après le petit déjeuner, vers 6 h du matin, la famille Martinez reprit son voyage. Ce qui se passa dans les 40 minutes suivantes reste l'un des aspects les plus intrigants de cette affaire. En arrivant au kilomètre 95 de l'ancienne route nationale 1, le camion d'Andrés commença à accélérer inexplicablement. Des témoins sur la route rapportèrent avoir vu l'énorme camion-citerne atteindre des vitesses extrêmement dangereuses, allant jusqu'à 120 km/h sur une route sinueuse de montagne. En tentant de dépasser 3 camions qui le précédaient, Andrés atteignit des vitesses encore plus élevées, environ 150 km/h. Alors qu'il était sur le point de dépasser le dernier camion, un quatrième véhicule apparut soudainement en sens inverse. Andrés tenta de freiner, mais il était trop tard. Le camion-citerne heurta l'arrière du premier camion devant lui, faisant que la cabine se sépara de la citerne, résultant en ce que les experts appellent l'effet de ciseau. Le véhicule commença à tourner de façon incontrôlable, entrant en collision avec le camion qui venait en sens inverse. Le résultat fut catastrophique. Le camion-citerne se renversa, déversant pratiquement tout l'acide sulfurique. Andrés fut éjecté de la cabine et mourut instantanément en heurtant l'asphalte. Carmen resta piégée dans les débris de la cabine, également sans vie. Le conducteur du camion qui venait en sens inverse survécut, bien qu'avec les 2 jambes cassées. Les 3 autres conducteurs impliqués dans l'accident subirent des blessures légères. Jusqu'à ce point, il s'agit d'un terrible accident de la route, de ceux qui se produisent malheureusement sur les routes. Cependant, peu après l'accident, des témoins observèrent quelque chose d'inhabituel. Une camionnette blanche, décrite comme une Nissan Vanette sans vitres à l'arrière, s'arrêta près de la cabine détruite du camion d'André. 2 individus, décrits comme un homme et une femme caucasiens à la peau très claire et aux cheveux blonds, sortirent du véhicule. Selon les témoins, ils s'approchèrent rapidement de la cabine, prirent quelque chose ou quelqu'un et partirent à grande vitesse. 30 minutes plus tard, lorsque la garde civile arriva sur les lieux, elle se trouva face à une situation d'extrême gravité. L'acide sulfurique déversé non seulement corrodait tout autour, mais libérait également des gaz toxiques qui rendèrent la respiration difficile et irritant les yeux. La préoccupation immédiate devint de contenir le déversement, qui menaçait de contaminer la rivière du Raton et de causer un désastre environnemental encore plus grand. Après avoir stabilisé la situation, les autorités purent enfin comptabiliser les victimes de l'accident. Andrés et Carmen étaient morts, leurs corps partiellement corrodés par l'acide. C'est alors que la grand-mère de Juan Pedro reçut la nouvelle dévastatrice de la mort de sa fille et de son gendre. Au milieu des pleurs, elle demanda « Et le Zagal ?»
une expression du sud de l'Espagne qui signifie « Et le garçon ?» C'est à ce moment que la garde civile découvrit, abasourdie, qu'il y avait une troisième personne impliquée dans l'accident, un garçon de 10 ans. Immédiatement, une recherche frénétique de Juan Pedro fut lancée. Dans la cabine du camion, ils trouvèrent des vêtements d'enfant, des jouets et même la semelle d'une chaussure d'enfant, confirmant que le garçon avait été dans le véhicule. Cependant, il n'y avait aucune trace de lui ni vivant, ni mort. Les autorités commencèrent à fouiller la zone alentour, pensant que peut-être le garçon avait été projeté loin lors de l'impact, ou que les parents l'avaient jeté par la fenêtre pour le sauver avant la collision. Pourtant, des jours de recherche intensive ne révélèrent aucune trace de Juan Pedro. L'une des premières hypothèses avancées par les autorités et rapidement diffusée par la presse fut la possibilité macabre que le corps de Juan Pedro ait été complètement dissous par l'acide sulfurique déversé. Cette théorie gagna du terrain par sa dramaturgie et parce qu'elle semblait offrir une explication simple à une disparition aussi inexplicable. Cependant, cette hypothèse fut rapidement réfutée par des experts en chimie. Bien que l'acide sulfurique à 98% de pureté soit extrêmement corrosif, capable de causer de graves brûlures au contact de la peau humaine, il aurait été impossible qu'il dissolve complètement un corps humain en si peu de temps. Des expériences de laboratoire ont démontré que, même immergée dans de l'acide sulfurique concentré, une côte animale mettrait environ 1 semaine pour se désintégrer complètement. De plus, des matériaux comme les dents, les boutons en plastique et certains tissus sont hautement résistants à la corrosion acide. Si Juan Pedro était réellement tombé dans l'acide, ses restes auraient été retrouvés, tout comme les corps de ses parents. L'acide aurait transformé les tissus organiques en une pâte noire caractéristique, mais ne les aurait pas fait disparaître sans laisser de traces. Cette constatation ne fit qu'approfondir le mystère. Si le garçon n'avait pas été dissous par l'acide, où était-il? Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la garde civile tenta de reconstruire les événements de ce matin-là à partir des preuves disponibles. L'une d'elles était les marques de freinage trouvées sur la route, indiquant qu'Andrés avait tenté d'arrêter le véhicule juste avant l'accident. Cela contredisait la théorie initiale d'une défaillance des freins du camion. Un autre élément crucial surgit lorsque Juan García Leaz, frère de Carmen et oncle maternel de Juan Pedro, s'impliqua personnellement dans l'enquête. Insatisfait des progrès des autorités, García Leaz commença sa propre recherche de réponse. Il découvrit que, seulement 1 an avant l'accident, Andrés avait dépensé une somme considérable, environ 4 000 € convertis de la monnaie de l'époque, pour une révision complète du camion. Cela rendait encore moins probable l'hypothèse d'une défaillance mécanique. Mais la découverte la plus troublante vint de l'analyse du tachygraphe du camion, un dispositif qui enregistre des données comme la vitesse, les arrêts et les freinages. Les registres révélèrent que sur le court tronçon entre le restaurant El Mao et le lieu de l'accident, environ 18 km, le camion d'Andrés s'était arrêté pas moins de 12 fois. Les arrêts étaient brefs, ne durant que quelques secondes chacun, sauf le dernier, qui dura 22 secondes. Juste après ce dernier arrêt, le camion accéléra dramatiquement, menant au désastre. Ce modèle de conduite était complètement anormal. Pour un camion de grande taille transportant une cargaison dangereuse, s'arrêter et redémarrer à plusieurs reprises représentait non seulement une usure inutile, mais aussi un risque significatif. De plus, le tronçon fut parcouru en 1 heure et 23 minutes, un temps excessivement long pour la distance couverte, indiquant qu'Andrés conduisait exceptionnellement lentement avant d'accélérer soudainement. C'est à partir de l'analyse de ces données déconcertantes que surgit l'une des théories les plus persistantes sur l'affaire, la possibilité que Juan Pedro ait été enlevé. Selon cette hypothèse, défendue véhémentement par son oncle Juan García Leaz, le camion d'Andrés était délibérément retenu par un autre véhicule qui circulait devant lui, le forçant à s'arrêter à plusieurs reprises. Lors du dernier arrêt, le plus long, les occupants de ce véhicule auraient repris Juan Pedro en otage, possiblement pour forcer Andrés à réaliser une activité illicite. Désespéré en voyant son fils être emmené, Andrés aurait alors accéléré frénétiquement poursuivant le véhicule des ravisseurs, ce qui expliquerait la vitesse suicidaire sur une dangereuse route de montagne. Finalement, il perdit le contrôle et l'accident fatal se produisit. Cette théorie gagnait en force avec les témoignages des témoins, qui virent la camionnette blanche s'arrêter sur les lieux peu après l'accident, possiblement pour s'assurer qu'aucune preuve compromettante ne restait dans la cabine du camion. Mais quel
Motif aurait-tu quelqu'un pour enlever le fils d'une famille aussi modeste? La réponse, selon García Leaz, était liée au crime organisé et au trafic de drogue, des activités qui prospéraient dans l'Espagne des années 80. Il soupçonnait que des trafiquants auraient pu forcer Andrés à transporter la drogue, en utilisant son fils comme garantie qu'il accomplirait la tâche sans alerter les autorités. Cette théorie gagna en force environ 1 an après l'accident, lorsque, sur ordre de la juge María Dolores Ruiz Ramos, le camion-citerne fut finalement soumis à une inspection minutieuse. Lors du démontage du véhicule, les enquêteurs trouvèrent des traces de ce qui pourrait être de l'héroïne dans un compartiment secret de la citerne. Le matériel était soigneusement enveloppé dans une couverture, protégé par une bâche blanche et du plastique jaune, caché dans l'un des compartiments arrière du réservoir, couvert dessus et dessous par de l'acide sulfurique. La découverte fut largement diffusée par la presse, qui associa rapidement Andrés au trafic de drogue. Cependant, la famille contesta véhémentement ces allégations. Le propriétaire de la citerne, Antonio Medonio, défendit l'innocence d'Andrés, suggérant qu'il aurait pu être contraint de transporter de la drogue sous la menace de la vie de son fils. La grand-mère de Juan Pedro affirma également catégoriquement qu'Andrés n'aurait jamais mis son fils en danger, même sous coercition extrême. Dans les années qui suivirent, García Leaz lui-même modifia sa position, finissant par remettre en question la validité des tests qui identifiaient des substances illicites dans le camion. Dans des interviews ultérieures, il suggéra que les gardes civils qui inspectèrent le véhicule auraient pu commettre des erreurs dans les tests chimiques. Cependant, en écartant la présence de drogue, il affaiblissait aussi sa propre théorie sur le motif de l'enlèvement. Alors que l'enquête officielle perdait de sa force, la famille de Juan Pedro, en particulier son oncle García Leaz, maintint une recherche inlassable. 85 000 affiches, avec la photo du garçon, prise lors de sa première communion, vêtue d'un costume de marin, furent imprimées et distribuées. Les affiches furent répandues dans toute l'Espagne, dans les écoles, les mairies, les bureaux de poste et divers établissements publics. La famille parcourut des milliers de kilomètres, examinant chaque virage et chaque coin des routes depuis le lieu de l'accident jusqu'aux confins de Burgos, dans l'espoir de trouver quelques traces. De temps à autre, des rapports de possibles observations surgirent, mais aucun ne se concrétisa. L'une des pistes les plus intrigantes surgit en 1987, environ 1 an après la disparition. Le propriétaire d'une auto-école dans le centre de Madrid rapporta qu'une vieille dame, aveugle d'origine iranienne, avait demandé des informations sur l'emplacement de l'ambassade des États-Unis. À ses côtés, se trouvait un garçon d'environ 10 ou 11 ans, avec un accent andalou région proche de Murcie, qui agissait comme son guide. Ce qui attira l'attention de l'homme fut le contraste entre l'origine étrangère de la femme et l'accent régional espagnol du garçon. Cette histoire se connectait de manière troublante au récit sur la camionnette Nissan Vanette vue sur le lieu de l'accident, où des témoins mentionnèrent avoir vu une vieille dame attendant à l'intérieur du véhicule pendant que le couple d'apparence nordique s'approchait du camion accidenté. Cependant, comme tant d'autres pistes dans cette affaire, celle-ci ne mena nulle part. En 2015, près de 30 ans après la disparition, un nouvel espoir surgit lorsque l'ADN de la grand-mère de Juan Pedro fut comparé avec des restes mortels non identifiés trouvés à Guadalajara à travers le programme Phoenix, une initiative qui maintient une base de données génétiques pour l'identification des personnes disparues. Une fois de plus, les résultats furent négatifs. En 2016, 30 ans après l'accident, des experts et des témoins recréèrent en détail les événements de ce jour fatidique dans une tentative de jeter une nouvelle lumière sur le mystère. Un expert judiciaire, Luis Salamancos, confirma que le camion-citerne était en parfaite condition mécanique, renforçant la théorie selon laquelle le comportement anormal d'Andrés au volant n'était pas le résultat d'une défaillance technique, mais possiblement de coercition ou de désespoir. Un aspect particulièrement troublant de cette affaire fut l'apparent manque d'engagement des autorités dans sa résolution. García Leaz critiquait fréquemment la garde civile et la police pour ne pas avoir investigué adéquatement des pistes cruciales. En particulier, il se demandait pourquoi les autorités n'avaient jamais fait un effort systématique pour identifier la camionnette Nissan Vanette blanche vue sur les lieux. Selon ses investigations, ce modèle spécifique était relativement rare en Espagne, en 1986, avec seulement environ 8000 unités en circulation. Il aurait été parfaitement faisable, argumentait-il,
de faire un recensement des propriétaires de ces véhicules et d'enquêter sur leurs mouvements le jour de l'accident. Cependant, cette ligne d'enquête ne fut jamais suivie par les autorités. García Leaz affirma également avoir subi des menaces et des intimidations durant ses investigations indépendantes. Dans plusieurs interviews, il mentionna recevoir des appels téléphoniques anonymes, le pressant d'abandonner sa recherche. Ces allégations alimentèrent des théories selon lesquelles l'affaire pourrait impliquer non seulement des criminels ordinaires, mais possiblement un réseau de crimes organisés avec influence sur les autorités locales. La réticence des autorités à investiguer certaines lignes d'enquête, combinée à la rapidité avec laquelle la presse associa Andrés au trafic de drogue, amena beaucoup à soupçonner une dissimulation. Certains spéculèrent que des figures puissantes pourraient être impliquées dans l'affaire, soit directement dans la disparition de Juan Pedro, soit dans les événements qui la précédèrent. Un détail particulièrement pertinent est qu'Andrés était en train d'acquérir son camion d'Antonio Medonjo pour une somme considérable, 5 millions de pesetas, environ 35 000 $ à l'époque. De plus, il avait récemment investi 700 000 pesetas, environ 4 900 $ en réparation sur la boîte de vitesse et les freins. Ces circonstances financières générèrent des spéculations selon lesquelles Andrés pourrait être sous une pression économique significative, potentiellement vulnérable à des offres ou des coercitions pour transporter des chargements illégaux. Près de 4 décennies se sont écoulées depuis ce matin fatidique de juin 1986, et le destin de Juan Pedro Martínez reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire criminelle européenne. Europol, l'agence de l'Union européenne pour la coopération des services de police, a classé l'affaire comme l'une des disparitions les plus inquiétantes d'Europe, mais malgré cela, peu de progrès ont été réalisés dans sa résolution. Qu'est-il arrivé à Juan Pedro? A-t-il été enlevé dans le cadre d'une opération de trafic de drogue qui a mal tourné? A-t-il réussi d'une manière ou d'une autre à survivre à l'accident pour se perdre ensuite dans les montagnes, désorienté ou souffrant d'amnésie due à un traumatisme crânien? A-t-il été emmené par des personnes bien intentionnées qui, en réalisant la gravité de ses blessures, ont paniqué et l'ont caché? Ou existe-t-il une explication encore plus sinistre, impliquant le trafic d'êtres humains ou le prélèvement d'organes? Malheureusement, à mesure que le temps passe, les chances de trouver des réponses définitives diminuent. Les témoins vieillissent ou décèdent, les preuves physiques se détériorent et les mémoires deviennent moins fiables. L'affaire de Juan Pedro risque de devenir simplement une autre légende urbaine, un conte sinistre sur un garçon qui a disparu dans l'air, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse. Cependant, l'héritage de cette affaire va au-delà du mystère lui-même. Elle sert de rappel sombre des dangers du crime organisé et de l'impact dévastateur qu'il peut avoir sur des familles innocentes. Elle soulève également des questions importantes sur l'efficacité et l'intégrité des enquêtes criminelles, spécialement dans des cas complexes qui peuvent impliquer des figures puissantes ou des intérêts obscurs. Pour la famille de Juan Pedro, particulièrement pour son oncle Juan García Leaz, qui a dédié des décennies de sa vie et des ressources considérables à la recherche de réponses, l'affaire représente une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. L'absence d'un corps à enterrer, d'une tombe à visiter, d'une clôture définitive, rend le deuil pour Juan Pedro un voyage sans fin, une douleur que le temps peut atténuer, mais jamais guérir complètement. Il est possible qu'un jour de nouvelles technologies médico-légales, des avancées dans les bases de données génétiques comme le programme Phoenix, ou même la confession tardive de quelqu'un impliqué dans l'affaire, mettent finalement en lumière la vérité sur ce qui est arrivé à Juan Pedro Martínez, ce matin-là à Somosierra. Jusque-là, sa disparition reste l'une des énigmes les plus déconcertantes de la criminologie moderne, un garçon de 10 ans qui, littéralement, a disparu dans l'air. Et ainsi, nous arrivons à la fin d'un autre cas fascinant et troublant de l'histoire. Criminel. Joan D'Alessandro. Imaginez une scout de 7 ans, dans un quartier paisible, le jeudi saint de 1973. Elle quitte sa maison avec 2 boîtes de biscuits à vendre, son uniforme et un sourire. 2 heures plus tard, elle ne respire plus. Son corps ne sera retrouvé que le dimanche de Pâques, caché sous des pierres dans un parc lointain. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Et comment son assassin a-t-il pu être l'homme qui habitait à quelques pas de sa maison? Voici l'histoire de Joan D'Alessandro, la fillette dont la mort provoquera l'un des plus grands changements dans la législation américaine concernant les crimes contre les enfants. 19 avril 1973.
Joanne D'Alessandro, vêtue de l'uniforme des scouts dont elle était si fière, entre chez elle à 14h40 pour prévenir sa mère. « Maman, je vais chez le voisin qui a acheté la nouvelle voiture, vendre juste les 2 dernières boîtes de biscuits qu'il me reste. » Joanne était connue comme le papillon social de l'école, toujours attentive à ce que personne ne reste seul, toujours à médier les conflits. Son professeur disait que Joanne avait un don pour se faire des amis et aider les autres. Ce seraient les derniers mots que sa mère, Rosemary, entendrait d'elle. Quand la fillette n'est pas revenue après 1 heure, Rosemary ne s'est pas inquiétée immédiatement. Le quartier de Hillsdale, dans le New Jersey, était considéré comme extrêmement sûr, si sûr que même un agent du FBI et un pasteur y habitaient. Les enfants jouaient librement dans les rues. Tout le monde se connaissait, mais à 16h40, lorsque le professeur de piano de la sœur aînée de Joanne est arrivé, un sombre pressentiment s'est emparé de Rosemary. Elle a commencé à appeler frénétiquement les amis de sa fille. Personne ne savait où était Joanne. Le père, Frank D'Alessandro, un Italien au tempérament habituellement réservé, était visiblement en état de choc. Il est immédiatement sorti avec ses 2 autres enfants, Mary, 8 ans, et Frank Jr., 9 ans, pour chercher la fillette dans les quartiers voisins. Un détail crucial est revenu à la mémoire de Rosemary. Joanne avait mentionné un voisin avec une nouvelle voiture. Il n'y avait qu'une seule famille dans le voisinage qui avait récemment acquis une automobile, les McGowan. Le cœur battant et avec un mauvais pressentiment, Rosemary s'est rendue chez eux, accompagnée de son fils. Quelque chose l'a poussée à laisser le garçon dans la cour, peut-être un instinct maternel de protection, tandis qu'elle montait seule les escaliers de l'entrée. Joseph McGowan, un professeur de sciences de 27 ans, a répondu à la porte. « Joanne est-elle venue ici ?» demanda Rosemary, essayant de garder une voix ferme. « Non, » répondit-il sèchement, mais quelque chose dans ses yeux, dans la froideur de sa posture, fit glacer le sang de Rosemary. Quand il vit des policiers arriver à la porte de sa propre maison, McGowan continua simplement à fumer son cigare, indifférent au désespoir de la mère dont les yeux débordaient déjà de larmes. Il monta simplement les escaliers, comme si le drame qui se déroulait ne le concernait pas. Rosemary sentit qu'elle devait sortir de là immédiatement. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne soupçonnait encore, c'est que sa petite Joanne était déjà morte depuis des heures, et son assassin venait de fermer la porte. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Votre soutien est fondamental pour que nous continuions à présenter des cas comme celui-ci. Peu après que Rosemary se soit rendu compte que sa fille avait disparu, des centaines de personnes se sont mobilisées pour la chercher. Voisins, policiers, pompiers et même Joseph McGowan, l'assassin lui-même, ont rejoint les recherches. Des chiens pisteurs ont été amenés au panier à linge sale de la famille pour capter l'odeur de Joanne. Curieusement, les chiens allaient toujours jusqu'à la porte d'entrée et à l'arrière de la maison de McGowan, où se trouvait le garage, mais rien n'a été trouvé à ce moment-là. La disparition d'une enfant de 7 ans s'est rapidement répandue et plusieurs chaînes de télévision et reporters sont arrivés dans le quartier. Rosemary ne voyait pas d'inconvénient à donner des interviews à tous, croyant que plus il y aurait de personnes voyant la photo de sa fille, plus grandes seraient les chances de la retrouver. Le père, Frank, a fait un appel émouvant à la télévision. « Si vous avez ma fille, s'il vous plaît, rendez-la. Il n'y aura pas de plainte. Vous ne serez pas arrêté. Nous voulons juste notre fille vivante et en bonne santé. » Le shérif de Hillsdale, qui était en vacances, est revenu immédiatement quand il a appris la disparition de la fillette dans le comté qu'il supervisait. Il est allé chez la famille et, bien qu'il ait également le pressentiment que quelque chose de terrible s'était produit, il a promis de faire son possible pour retrouver Joanne sans faux espoir que tout irait bien. L'affaire a fait les gros titres locaux. Rosemary donnait des interviews à n'importe quel média qui se présentait, désespéré que quelqu'un, quelque part, ait pu voir sa fille. Frank, dans un appel télévisé qui a brisé des cœurs, a regardé directement la caméra. « Si vous avez ma fille, s'il vous plaît, rendez-la. Il n'y aura pas de plainte, vous ne serez pas arrêté. Nous voulons juste notre Joanne vivante et en bonne santé. » Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase.
3 suspects sont initialement apparus. 2 ont été rapidement écartés. Un jeune homme qui cherchait une maison à louer dans la région et un homme perdu qui se promenait dans le quartier. Le 3e suspect était Joseph McGowan. Pendant 2 jours d'interrogatoire, ses réponses s'effondraient sous le poids de leurs propres contradictions. Il prétendait ne pas être chez lui quand Joanne a disparu, disant être allé au marché à pied, bien que sa voiture soit dans le garage. « Quel marché avez-vous visité ? » ?»« Je ne m'en souviens pas. »« Qu'avez-vous acheté là-bas ? » ?»« De la viande et des pommes. »« Où sont les reçus ? » ?»« Je n'en ai pas. »« Où sont les aliments ? » ?»« Nous avons tout mangé. » McGowan n'avait pas d'alibi. Sa mère était au travail quand Joanne a disparu. Sa grand-mère, une dame extrêmement âgée, malade et presque sourde, restait confinée dans sa chambre à l'étage supérieur de la maison. Trop pratique pour ne pas entendre les cris qui ont certainement eu lieu. Soumis au détecteur de mensonges, McGowan a échoué spectaculairement. Les enquêteurs ont été directs. « Vous avez échoué à ces questions spécifiques. Voulez-vous nous dire quelque chose ?» McGowan a hésité, le visage pâle, puis a fait une demande surprenante. « Puis-je parler à un prêtre ?» Après une longue conversation avec le religieux, la vérité a finalement émergé dans une confession horrifiante. Oui, il avait tué Joanne. Et pire, il avait laissé son corps dans un parc, après la frontière avec l'État de New York. Lute. Shérif Varisco a assumé la tâche la plus douloureuse, informer les parents. Quand il est arrivé chez les D'Alessandro, il a trouvé Rosemary accompagnée du prêtre local. En apprenant que sa fille était morte, assassinée par le voisin, Rosemary a explosé « Je veux tuer Joseph !» Le prêtre a essayé de la calmer, ce à quoi le shérif lui-même a rétorqué « Père, comment pourrait-elle être calme? Elle vient de perdre sa fille !» Le dimanche de Pâques, alors que les familles célébraient la résurrection, une équipe de police et le médecin légiste se dirigeaient vers l'endroit indiqué par McGowan. Le contraste ne pouvait pas être plus cruel. Au milieu des pierres d'un parc désert, sous 2 gros rochers, avec seulement une petite fente exposée, ils ont trouvé ce qui restait de Joanne D'Alessandro. Elle était nue, son corps déjà en harmonie avec la température ambiante, morte depuis au moins 36 heures, ce qui signifiait qu'elle avait été assassinée quelques heures après avoir quitté sa maison le jeudi. Le médecin légiste, père de 4 jeunes enfants, décrirait plus tard ce moment comme l'un des pires de sa carrière. « J'ai dû me forcer à maintenir le professionnalisme », a-t-il confié à ses collègues. « Mais intérieurement, j'étais dévasté. Le site débordait de curieux, de presse, d'agents, mais le médecin a fermement ordonné « Faites sortir tout le monde d'ici, sauf le personnel essentiel. » Près du corps, les enquêteurs ont trouvé quelque chose de troublant, un sac en plastique d'un magasin appelé Mobio. À l'intérieur, les vêtements de Joanne, une paire de baskets rouges et blancs, un t-shirt turquoise, un pantalon marron et sa culotte tachée de sang. Ce qui a attiré l'attention, c'est la façon dont les pièces étaient soigneusement pliées, comme si le meurtrier avait tout le temps du monde. Avant de retirer le corps, un prêtre a été appelé pour réaliser un rite de passage pour Joanne, respectant la foi catholique de la famille. Pour épargner aux parents le traumatisme de reconnaître le corps de leur fille, un agent du FBI qui habitait dans le quartier a procédé à la reconnaissance officielle. L'autopsie a révélé l'horreur que Joanne a subie. La fillette avait été battue, étranglée, abusée sexuellement et frappée à mort. Le médecin légiste a déterminé qu'elle était restée au moins 30 minutes inconsciente, mais vivante, avant de mourir. Il a également constaté que le meurtrier n'était probablement pas certain que Joanne était morte après le premier étranglement et, pour s'assurer, en a réalisé un second, mis en évidence par 2 blessures distinctes dans la région du cou. Selon la confession de McGowan, il avait demandé à Joanne d'entrer dans sa maison en disant qu'il avait besoin de monnaie pour acheter les biscuits. Quand elle a montré de la résistance à descendre au sous-sol avec lui, McGowan l'a attrapée et l'a forcée à entrer dans sa chambre. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il n'avait jamais finalisé l'acte, McGowan a admis s'être excité, avoir éjaculé sur ses propres doigts,
puis les avoir forcés contre Joanne. La preuve était dans les évidences. La culotte de la fillette contenait son sang et le sperme de McGowan. Le médecin légiste a confirmé la rupture de l'hymen, un viol, quelle que soit la forme de pénétration. Ensuite est venu le moment de la décision froide. Elle ne pouvait pas sortir vivante de là. Joanne saurait l'identifier, raconterait tout. Sa vie, sa carrière d'enseignant étaient en jeu. Initialement, il l'a étranglée sur le lit, mais pensant à la praticité du nettoyage, il l'a traînée sur le sol carrelé et a continué jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Croyant l'avoir tuée, McGowan est allé s'habiller. Il était en sueur à cause de l'effort. Il a cherché des sacs en plastique dans le garage et, à son retour, a réalisé avec horreur que Joanne bougeait encore. Ce qui a suivi a été une démonstration brutale de détermination meurtrière. Il l'a étranglée à nouveau, a placé des sacs en plastique sur sa tête et quand le sang a commencé à couler de son nez et de sa bouche, il l'a battue jusqu'à avoir l'absolue certitude que la vie s'était échappée de ce petit corps. McGowan a utilisé de vieux t-shirts pour nettoyer le sang, a enroulé le corps dans un vieux tapis, l'a placé dans le coffre de sa voiture et a conduit jusqu'au parc pour se débarrasser du corps. Sur le chemin du retour, il a jeté le sac avec ses vêtements et le tapis dans une poubelle. En revenant dans le quartier, il s'est cyniquement joint aux recherches pour Joanne. Dans sa déposition auprès du psychiatre, McGowan a dit que, dès qu'il est rentré chez lui, il a commencé à se sentir mieux pour s'être débarrassé du corps et a pu très bien dormir. Joseph McGowan, 27 ans, était professeur de chimie. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'amis, il avait des collègues de travail. Les professeurs qui enseignaient avec lui le trouvaient étrange. Il avait mentionné une fiancée, mais ne l'avait jamais présentée à personne, et la relation s'était terminée peu de temps avant le crime. Un des collègues a rapporté que McGowan trouvait drôle des choses qui n'étaient pas drôles, parfois morbides. Il était si peu populaire parmi les autres professeurs que, pendant cette semaine de Pâques, plusieurs d'entre eux ont organisé un voyage en groupe et ne l'ont délibérément pas invité. Il était également connu pour être un lèche-botte de l'administration et pour dénoncer des collègues pour des infractions mineures, comme laisser une porte ouverte, ce qui faisait de lui une figure désagréable dans l'environnement de travail. La plupart des étudiants semblaient l'apprécier, mais par la suite, après son arrestation, certaines filles ont signalé un malaise en sa présence, disant qu'il les regardait de manière étrange et qu'il était parfois violent dans des démonstrations avec d'autres élèves filles pendant les cours de sciences. Le psychiatre qui l'a évalué a conclu que McGowan présentait un historique significatif d'attraction sexuelle pour les jeunes filles, ainsi que le scénario clair et évident d'une mère dominante et surprotectrice. Cela indiquait des problèmes profonds pour établir des relations naturelles avec des femmes adultes, ce qui pourrait avoir été un facteur contribuant à son comportement déviant. Lors de ces séances, McGowan a admis avoir ressenti de l'attirance pour une cousine de 12 ans qui avait dormi chez lui et pour une fille qui s'était assise sur ses genoux quand il était moniteur de camp, à 19 ans. Ces incidents, bien qu'ils n'aient pas abouti à des actions criminelles à ces moments-là, démontraient déjà le schéma perturbant d'attraction pour les mineurs qui culminerait dans l'attaque contre Joanne. McGowan et ses avocats ont décidé de renoncer à un procès et il a plaidé coupable le 19 juin 1974. Pendant l'audience, Rosemary a remarqué quelque chose de troublant. La mère de McGowan, Geneviève, la fixait avec des regards de pure haine. Plus tard, Rosemary découvrirait par l'intermédiaire d'une connaissance commune que Geneviève blâmait la petite Joanne pour le destin de son fils. Si ce n'était pas pour elle, Joseph n'aurait jamais tué et ne serait pas en prison. Une inversion perverse de la réalité, où l'enfant assassiné devenait coupable et l'assassin victime. Le 4 novembre de cette même année, McGowan a été condamné à la prison à perpétuité, mais avec une faille juridique troublante. La possibilité de libération conditionnelle après seulement 14 ans. Une faille dans le système que Rosemary lutterait sans relâche pour corriger dans les décennies suivantes. Les funérailles de Joanne ont eu lieu 2 jours après la découverte de son corps.
Des petits amis de l'école et des scouts ont envoyé des cartes de condoléances. Cependant, avec le temps, Rosemary s'est retrouvée seule dans sa douleur. Elle avait encore 2 enfants, Mary et Frank Jr., à élever et a fait de son mieux pour qu'ils continuent à avoir une vie normale. Mary voulait être scout comme sa sœur et malgré la douleur que cela causait, Rosemary l'a soutenue, ne voulant pas que le traumatisme affecte négativement les choix de sa fille. La famille a décidé de ne pas déménager du quartier car ce serait un changement trop drastique après le traumatisme. Cela signifiait que Rosemary pouvait voir quotidiennement la maison où sa fille avait été assassinée, un rappel constant de la tragédie. Elle essayait de ne pas être trop protectrice avec ses autres enfants, leur permettant de jouer dans la rue et d'avoir une enfance normale malgré sa propre souffrance. Elle parlait ouvertement avec eux de ce qui était arrivé à Joanne et les emmenait régulièrement au cimetière pour visiter leur sœur qui était au ciel, gardant vivante la mémoire de Joanne dans la famille. Au lieu de cacher la vérité, Rosemary parlait ouvertement avec ses enfants de Joanne. Régulièrement, elle les emmenait au cimetière, expliquant que leur sœur était maintenant au ciel. C'était sa façon de garder la mémoire vivante, d'enseigner que l'amour reste même après la mort. Les ondes de choc de la tragédie ont continué à se répercuter. 7 mois après le meurtre, le père de Rosemary, qui adorait profondément sa petite fille Joanne, est décédé d'un cancer. Les médecins ont suggéré que le choc émotionnel avait accéléré sa détérioration physique. C'était une 2e perte dévastatrice. 1 an après avoir perdu sa fille, comme si le destin n'était pas satisfait de sa souffrance, Rosemary a été diagnostiquée avec une myasthénie grave, une maladie auto-immune cruelle qui cause une faiblesse musculaire débilitante, des douleurs intenses, une vision floue, une parole traînante et des difficultés à mâcher et avaler. Les médecins ne l'ont jamais affirmé catégoriquement, mais ont suggéré que le traumatisme extrême aurait pu déclencher ou accélérer la condition. Malgré la tragédie et la maladie, Rosemary a eu 2 autres enfants en 1980 et 1982, Michael et John, qui ont rejoint les adolescents Mary et Frank Jr. En 1987, en raison d'une réduction de peine, McGowan est devenu éligible pour demander une libération conditionnelle qui a été refusée. En 1993, Rosemary a commencé une campagne active pour empêcher qu'il soit libéré et pour changer la législation. Elle a organisé des veillées, des marches et des événements pour rappeler ce qui était arrivé à Joanne et alerter sur la vulnérabilité des enfants. Pendant 3 ans d'activisme à temps plein, Rosemary a transformé sa douleur en action concrète. Sa persévérance a finalement porté ses fruits le 3 avril 1997, lorsque la gouverneure Christine Todd Whitman, portant un ruban vert à la boutonnière, la couleur préférée de Joanne, a signé la loi de Joanne. Cette législation a fondamentalement modifié le code pénal du New Jersey, garantissant que toute personne condamnée pour meurtre avec circonstances aggravantes d'abus sexuels d'un enfant de moins de 14 ans reçoive la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'impact de la lutte de Rosemary a transcendé les frontières de l'État. Le 30 octobre 1998, le président Bill Clinton a signé une version fédérale de la loi de Joanne, étendant la protection aux enfants dans tout le pays. 6 ans plus tard, le 15 septembre 2004, le gouverneur de New York, George Pataki, a choisi symboliquement le parc d'État Harriman, le même endroit où le corps de Joanne avait été trouvé, pour signer la version de l'État de la loi. Malheureusement, McGowan ne serait pas affectée par la loi de Joanne, car elle ne pouvait pas être appliquée rétroactivement aux crimes commis avant sa promulgation. Il a continué à demander une libération conditionnelle au fil des ans, toujours refusée grâce aux efforts de Rosemary et au soutien de professionnels comme John Douglas, ancien agent du FBI et pionnier dans l'analyse des profils criminels. John Douglas est devenu connu pour son travail d'entretien avec des tueurs en série et le développement de techniques de profilage criminel, étant l'un des fondateurs de l'unité de sciences comportementales du FBI.
Son travail a inspiré des personnages dans Le silence des agneaux et des séries comme Mindhunter. Douglas a interviewé McGowan en profondeur, utilisant sa technique de conversation informelle, sans prise de notes, pour gagner la confiance du détenu. Ce que Douglas a découvert était effrayant. McGowan a avoué qu'au moment où il a vu Joanne, par la porte vitrée, il savait qu'il allait la tuer. Il a décrit 2 types de colère, la rouge, qu'il pouvait contrôler, et la blanche, incontrôlable. Quand on lui a demandé laquelle il avait ressenti en voyant Joanne, il a répondu sans hésiter « la blanche ». En démontrant l'expression sur son visage pendant le crime, McGowan a affiché ce que Douglas a décrit comme un sourire intense et maléfique de satisfaction, révélant le plaisir qu'il avait éprouvé dans l'acte brutal. McGowan a également révélé quelque chose qui démontrait sa nature calculatrice même après des décennies en prison. Il avait plus de 600 000 $ gardés dans une banque dans l'État de New York, provenant de l'héritage laissé par sa mère et sa grand-mère et de la vente de la maison familiale. Il a expliqué, avec une certaine fierté, qu'il avait transféré l'argent dans un autre État spécifiquement pour que Rosemary ne puisse pas y accéder par le biais de procès civils. Ainsi, il garantissait des fonds pour continuer sa bataille juridique pour la liberté. Douglas a été si profondément impacté par cette interview qu'il a ensuite écrit un livre entier dédié à l'affaire, Le tueur de l'autre côté de la table. Sa conclusion professionnelle était sans équivoque. McGowan continuait à représenter un grave danger pour la société. L'histoire de Joanne D'Alessandro n'est pas seulement l'histoire d'un crime horrible, mais aussi celle d'une mère qui a transformé sa douleur en action, créant un héritage qui protège d'autres enfants. La loi de Joanne garantit que des prédateurs comme Joseph McGowan passent le reste de leur vie en prison sans possibilité de retourner dans les rues et de causer plus de dommages. Une curiosité sur l'affaire est qu'un chanteur nommé Nolan Neal a écrit une chanson en hommage à Joanne avec des vers touchants qui disent « Joanne, envoie-moi un papillon, et qu'il soit de la couleur de tes yeux. Montre-moi une étoile filante, à la seconde où je me demande où tu es. Laisse-moi entendre. Notre chanson préférée la prochaine fois que j'allumerai la radio. Si tu es là-haut de l'autre côté, envoie-moi un papillon. » Le papillon social, comme l'appelait son professeur, qui n'aimait pas voir quelqu'un seul, qui séparait les disputes et avait de l'empathie pour tous, a eu sa vie brutalement interrompue à 7 ans. Mais son nom et sa mémoire continuent de vivre à travers les lois qui protègent les enfants dans tout le pays, un hommage à l'amour d'une mère qui a refusé de permettre que la mort de sa fille soit vaine. Alors, qu'avez-vous pensé de ces 3 cas mystérieux? Laissez vos théories dans les commentaires et suggérez quelles autres affaires vous souhaitez voir ici sur la chaîne. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun mystère. À la prochaine vidéo.